Bonjour, bienvenue dans notre studio. Pendant 1 heure, nous allons passer l'actualité de la semaine en revue. Au menu, c'est pas très réjouissant cette semaine. Des menaces contre la sécurité à Bruxelles, des menaces sur les finances de la région bruxelloise, des manifestations qui dérapent et une campagne électorale qui fait le plein de buzz. Pour en parler, 2 élus et 2 experts. Pour les interroger, à mes côtés, Pauline de Glume, journaliste à l'Écho. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et à vos côtés, Thierry Fiorelli, journaliste également. Bienvenue. Bonjour. Alors, encore des fusillades. On en est à 21 depuis le début de l'année. Les Bruxellois ne se sentent pas en sécurité. Les autorités multiplient les réunions et les décisions. Les niveaux de compétences se renvoient néanmoins la balle. Et pendant ce temps-là, d'autres nuages noirs s'amoncellent. On a évité des attentats à Bruxelles. À la différence de la France, le niveau d'alerte, lui, n'a pas été haussé pour autant. Et jeudi soir, le Conseil de sécurité régional a fait connaître ces nouvelles mesures. Sanctions administratives plus élevées, 15 hotspots déterminés, des contrôles d'identité plus stricts, etc., etc. Une recette miracle? Réponse de Ridouane Chahid, le bourgmestre des Verts, au micro de Fabrice Grosfilet. C'est en tout cas une première réponse que les Bruxellois apportent à des solutions qui doivent être plutôt des solutions nationales, soyons honnêtes entre nous. Mais ici, les 19 bourgmestres, les chefs de corps, le ministre-président, nous nous sommes engagés dans le cadre d'un plan, d'un processus dont l'objectif, parce que c'est notre objectif, c'est que la peur change de camp et c'est le fait que demain et après-demain, nos quartiers retrouvent la sérénité qui est la leur et que la sécurité soit assurée dans tous les quartiers bruxellois. Ouais, il y a 15 hotspots qui ont été définis et qui vont donc être les zones d'action prioritaires des polices locales dans les semaines ou dans les mois à venir. Est-ce qu'il n'y a pas la crainte que ce trafic il se déplace d'une zone à l'autre et qu'il quitte les hotspots pour aller dans le quartier voisin? C'est une question que nous avons effectivement posée. C'est pour ça qu'ici, il y a une approche multidisciplinaire et c'est aussi la raison pour laquelle, les arrêtés des bourgmestres ne sont pas encore figés dans la mesure où on nous laisse une liberté et ils pourront évoluer en fonction des situations dans certains quartiers. Voilà, donc voilà ce que propose Ridouane Chahid, voilà ce qu'a proposé le Conseil de sécurité. Est-ce que maintenant tout est réglé en matière de sécurité, Pauline de Glume? Non, mais je pense que c'était bien. On sait que l'essentiel des mesures face à un trafic mondial, en effet, devra venir du fédéral, de l'international. Et puis de la justice. Oui, que ça dépasse le cas bruxellois. Mais oui, qu'il y ait quand même une réponse bruxelloise, c'est important. Parce que, en fait, à Bruxelles, vu de l'extérieur, il y a toujours eu cette idée de la grande ville, qui a des problèmes d'insécurité, tout ça. Et c'est le lot des grandes villes d'être perçues comme ça de l'extérieur. Et puis les Bruxellois, je pense, c'était pas trop sensibles à ce discours-là. Ils se disaient, non. Et c'est vrai qu'on avait une baisse de la criminalité un peu simple, qui était dans les chiffres. Mais là, que les Bruxellois eux-mêmes se mettent à avoir peur parce qu'il y a en fait des fusillades dans leur quartier, dans leur truc, c'est pas anodin. C'était sûr qu'il fallait là quand même une réponse plus forte et qu'on pouvait pas se contenter du jeu de ping-pong. Après, les arrêtés, les mesures, j'ai vu là d'interdiction de vente, consommation d'alcool, tout ça, ça paraît un peu léger face à l'enjeu, mais au moins c'est là, il y a... Maintenant, il faut appliquer. Oui, puis il y a eu cette concertation, il y a eu ces bourgmestres, il y a ce diagnostic, il y a les zones qui sont reconnues. C'était important, je pense, comme première étape, en tout cas. Thierry Fiorelli, quand vous regardez ça un peu à distance, vous dites, voilà, on est sur le bon chemin. C'est en tout cas un premier geste, comme disait Pauline. Je pense qu'un sondage disait, ça vaut ce que ça vaut toujours, les sondages qu'on est à 66% de Bruxellois et Bruxelloises qui ont ce sentiment d'insécurité. Dans le dernier baromètre le soir RTL. Voilà. Objectivement, c'était hautement probable. Le contraire aurait été assez étonnant. Maintenant, quel type d'acte vraiment a nourri ce sentiment d'insécurité? Est-ce que c'est parce que des jeunes boivent de l'alcool sur la voie publique ou parce qu'ils n'ont pas 16 ans ou 18 ans? Ou est-ce que c'est parce qu'on a des organisations qui sont occupées à se castagner à coups de fusil? Là, je suis plus perplexe par rapport aux premières mesures qui ont été prises. Elles devaient être prises, mais clairement, elles ne vont pas suffire par rapport à l'ampleur d'un nouveau phénomène, puisque Bruxelles n'avait jamais connu ça auparavant. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos 2 invités politiques. Ils sont tous les 2 candidats aux élections du 9 juin. L'une est aujourd'hui bourgmestre, remplaçant un ministre empêché, mais sera candidate au régional. L'autre a changé de parti entre 2 scrutins et sera candidat au régional sous ses nouvelles couleurs. L'une est de l'Est, l'autre est du centre. Qui les elle centre?
Cécile Jodogne, bourgmestre faisant fonction à Schaerbeek, défi, et à ses côtés, Bertin Mampaka, député bruxellois et maire. Alors, je vais commencer par vous, la bourgmestre Cécile Jodogne, parce que vous avez entendu votre voisin, Ridouane Chahid. Mais si demain, il y a un problème à Schaerbeek, s'il y a un hotspot, il y en aura un à Schaerbeek, un hotspot ? Oui, la gare du Nord, le quartier Nord. Voilà, le quartier Nord. Donc, si ça se déplace du quartier Nord vers Evere, comment ça va se passer entre vous ? Mais très bien, comme ça se passe maintenant. Il y a une solidarité et un partage des objectifs entre les 3 bourgmestres, puisque le quartier Nord est aussi sur Saint-Josse. Et voilà, quand nous avons décidé de prendre des mesures, comme par exemple une augmentation des dotations communales pour pouvoir engager 10 policiers, ce sont les 3 bourgmestres qui ont pris la décision et le conseil de police. Quand il s'agit de mettre des patrouilles des autres commissariats en renfort du commissariat 5 au quartier Nord, c'est l'ensemble du collège de police, donc les 3 bourgmestres également, qui sont solidaires par rapport à cela. Donc il n'y aura pas de souci si à un moment donné, il y a aussi une solidarité à faire vers et vers. Alors, une petite question avant d'interroger Bertin Mampaka. Je me demande toujours, on dit on manque de policiers, le cadre n'est pas rempli. Je voudrais savoir dans votre zone, est-ce que le cadre est rempli ? Non. Et il manque combien de personnes ? Quelques dizaines, je n'ai pas le chiffre parce que ça évolue évidemment. Pourquoi n'est-il pas rempli ? Est-ce que ça veut dire que les finances des communes ne peuvent pas se permettre d'engager ces policiers ou bien il y a d'autres problèmes ? Il y a 2 choses. Il y a d'une part effectivement les dotations communales qui n'arrêtent pas d'augmenter, les fédérales proportionnellement qui diminuent, et donc effectivement il y a un enjeu budgétaire. Mais il y a aussi la difficulté de recruter des policiers par rapport à l'attractivité du métier, mais aussi parce que la formation des policiers tarde, et ça c'est une responsabilité aussi du fédéral. Alors Bertin Mampaka, vous êtes dans l'opposition à la région, donc je suppose que vous avez un avis sévère sur les décisions du Conseil de sécurité, même s'il y a un bourgmestre et maire dans ce conseil, enfin même 2. Bonjour Monsieur Deleuze, dans l'opposition, il faut le préciser, depuis 20 ans. Oui, mais d'accord, mais quel est votre avis par rapport au conseil ? Oui, pas vous personnellement, puisque vous avez changé de parti, vous avez été un temps dans la majorité. C'est eux. Voilà. Le MR est dans l'opposition 20 depuis ans. 20 ans. Oui. 20 ans. Madame la Première vient de le dire tout à l'heure. C'est vrai que la plus grande zone de police d'argent, Bruxelles-Capitale, c'est-à-dire Bruxelles XL, près de 3000 policiers au cadre, il en manque 400. Pourtant, beaucoup de faits sont répertoriés sur la ville de Bruxelles. Je pense que les communes ont une responsabilité en la matière. Je pense qu'à la ville de Bruxelles, ce n'est pas une question de dotation et de finances. Il y a quelque chose que le bourgmestre peut faire, la région peut faire dans le recrutement de ces policiers. Quand il en manque 400, c'est normal qu'il y ait toute une série d'explications. Comme Cécile, il me semble que... La région ne peut pas intervenir sur la gestion des zones de soit police. les fonds de la commune, soit des policiers envoyés par le fédéral ou une dotation du fédéral. Mais quand même qu'il en manque 400, quand il y en a 400... Est-ce que ce ne serait pas justement une solution ? Vous le dites, donc la région n'intervient pas. Est-ce que Bruxelles ne pourrait pas elle-même être plus partie prenante pour recruter localement et choisir ses... Oui, non, les gouverneurs de province. Il n'y a pas de compétence au niveau régional sur la gestion des zones de police, ça c'est très clair. Donc, par contre, effectivement, il faut trouver des solutions. J'entends que le fédéral a annoncé qu'il y allait avoir le recrutement de 200 policiers pour renforcer la police fédérale. C'est très bien, sauf que ce sont des policiers formés qui n'iront donc pas dans les zones de police. Donc, il y a des efforts à faire par rapport au recrutement, à la formation, à la disponibilité, mais aussi aux moyens qui doivent être alloués aux zones de police bruxelloises, mais en général urbaines. Nous sommes toujours avec des dotations qui ont été fixées au début, au moment de la réforme des polices, donc la fameuse norme KUL, qui prennent des critères aujourd'hui qui ne sont absolument plus d'actualité. Mais tu es quand même en ligne avec le cadre, non ? Parce que qu'est-ce que ça veut dire, ce cadre ? Parce qu'on a l'impression qu'on dit toujours il manque 400 policiers dans le cadre, mais on n'a pas l'argent pour les engager. Donc, il ne manque pas. C'est juste, on n'a pas les moyens de les... Il y a un cadre qui est fixé théoriquement, et puis il y a le cadre spécifique. Et donc le cadre, il est bien avec des places qui ne sont pas remplies. Mais qui ne sont pas financées. Parce que, de un, parce que c'est plus difficile d'en trouver, et puis de deux, effectivement, un manque de financement. Mais je propose qu'ici, le débat, s'il est sur la sécurité, là, on travaille, on parle de... C'est vrai, mais parce que ça intervient toujours dans les débats où on dit manque de policiers, il suffit de... Donc, Bertin Mampaka, sur les décisions du Conseil,
pas sur le cadre. La première chose qu'on fait quand on est échevin, bourgmestre dans un département, je vais prendre un cas concret, j'étais échevin de la propriété à la ville de Bruxelles, j'ai remarqué qu'au cadre, j'avais 250 personnes, et en effectivité, j'en avais 100 sur le terrain. Eh bien, la première chose qu'on fait, c'est remplir son cadre. Ce cadre n'est pas fixé pour le plaisir, il est fixé parce qu'on se dit, avec 200 policiers, on peut faire tel job. Et quand on ne commence pas par là, on ne fait pas son job, alors il ne faut pas chercher des coupables au fédéral, ailleurs, à gauche, à droite. Mais c'est quand même au niveau du fédéral qu'on revoit cette fameuse norme KUL, donc c'est cette norme qui définit les moyens donnés aux zones de police. Et ça, tous les bourgmestres, quelle que soit leur couleur, l'ont redit récemment, dont Vincent De Wolf, qui est de votre parti, qu'il fallait revoir ça. Pourquoi on n'en fait pas une condition au moment au fédéral, dans les négociations fédérales? Le cadre est presque rempli. Madame de Jodon nous a dit tout à l'heure, quand ils ont décidé, sous fonds propres, d'engager 10 policiers, je viens de le dire, ils l'ont fait, n'est-ce pas? Ils l'ont fait. Donc ça veut dire qu'il y a moyen, au niveau local, de trouver des solutions pour répondre aux problèmes d'insécurité. Et ce ping-pong... Je propose qu'on passe quand même au Conseil de sécurité. J'aimerais avoir une réaction sur les décisions du Conseil de sécurité régionale. Madame la bourgmestre, j'ai réagi et écoutez bien sa réaction. Mais la vôtre. Oui. Est-ce que ça suffit? Ah oui, je pensais que vous allez voir. Non, la vôtre. Écoutez, je suis étonné d'abord de voir un peu le scepticisme de Mme Jodon en tant que bourgmestre par rapport aux mesures qui ont été prises au Conseil de sécurité. Vous savez que le MR... Je n'ai pas dit un mot sur le Conseil de sécurité jusqu'à présent. Mais je vous demande votre avis, Bertin Mampaka. Plutôt que demander l'avis des autres, c'est à vous d'abord, et Cécile Jodon y répondra juste après. Eh bien, Georges Louis Boucher est venu avec une proposition. Cette proposition n'est pas saugrenue, le MR, en tout cas. Pour les militaires. L'idée de se dire, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de policiers au cadre, il n'y en a pas suffisamment dans nos rues. D'autres invités sur votre plateau l'ont fait remarquer. Beaucoup regrettent l'agent de quartier qui passait, qui s'arrêtait 5 minutes, avec lequel on prenait un café, qui connaissait un peu toute la famille, qui avait une présence et qui dissuadait pas mal de délinquants de pouvoir commettre... Vous ne répondez pas à ma question. En disant... Les décisions ont été prises jeudi soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense, comme certains, que ça a déjà été fait en partie. Je m'accroche à l'idée de mon parti qui consiste à dire pourquoi ne pas dégager davantage d'hommes pour les mettre là où il faut, n'est-ce pas, par rapport à ce qui est proposé aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc c'est pas assez pour vous. C'est pas assez. Cécile Jodon, et vous par rapport à la décision du Conseil de sécurité? Je suppose que... Donc d'abord pour l'armée, il faut quand même rappeler que les militaires ne peuvent pas intervenir, ils ne peuvent pas arrêter des personnes. Mais pour être en statique par exemple. Oui, mais ça ne changerait pas grand-chose. Ça ferait moins de policiers nécessaires en statique. Non, mais en statique, ce n'est pas du tout la solution. On les met en statique où? Dans toutes les rues de Bruxelles? Non, mais là où il y a besoin de policiers. On va revenir... Donc, par rapport aux décisions du Conseil régional de sécurité, donc effectivement, beaucoup de choses... Là, le seul point sur lequel je rejoins M. Mpaka, les zones de police concernées avaient déjà quasi toutes mis en place certaines actions. Maintenant, effectivement, on renforce la coordination, on renforce des collaborations. Il y a des mesures administratives qui sont prises comme des interdictions de vente de consommation d'alcool. Au quartier nord, c'est déjà le cas. Mais je pense que ce qui est vraiment important, et on va le faire aussi, c'est de rappeler que chacun doit exercer ses missions et son rôle. Les zones de police et les communes exercent ce qui relève de leurs compétences. Le problème, c'est qu'on aura beau continuer à mettre des policiers dans nos zones de police, dans les quartiers, si à la source, on ne travaille pas sur le trafic de drogue, si à la source, on ne prend pas des mesures fortes contre le trafic d'armes, ça va être un travail sans fin. Il faut des solutions structurelles et pour cela, il faut absolument que le fédéral assume ses responsabilités au niveau de la justice, parce que là aussi, les policiers arrêtent des personnes. Elles sont relâchées, très souvent. Et la police fédérale, même chose. Les enquêtes criminelles aussi, vous voulez dire. Au niveau, évidemment, du personnel judiciaire, puisque tout ce qui concerne le trafic de drogue, c'est la police fédérale qui est responsable. Et je dirais un dernier point, c'est qu'il faut aussi travailler, et là, c'est ce que l'on fait en matière de prévention, sur la pauvreté, la crise de l'accueil, les raisons aussi de cette explosion du trafic. C'est aussi parce qu'il y a des gens qui sont dans la rue, dont parfois c'est malheureusement le seul gagne-pain. Donc il y a vraiment une multitude d'approches qu'il faut mettre ensemble. C'est ce qui, dans les plans d'action, notamment au quartier nord, on met en place dans ce qui relève de nos compétences. On ne va pas pouvoir remplacer les missions du fédéral. Ça revient à dire que ces mesures qui viennent d'être prises la semaine écoulée, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Ça ne suffit pas. On ne s'attaque à aucun des vrais problèmes
qui ont surgi depuis quelques mois, voire pour certains un peu plus... Ce sont des mesures nécessaires. Et de nouveau, je ne dis pas que nous n'avons pas un rôle à jouer, hein, donc soyons très clairs. C'est ensemble, effectivement, qu'on doit réussir à enrayer ce phénomène. Et donc ensemble, ça veut dire avec tous les niveaux de pouvoir la politique de l'accueil, c'est le fédéral, la justice, c'est le fédéral, les missions de la police fédérale, notamment les enquêtes sur le trafic de drogue, c'est aussi à ce niveau-là. Donc c'est ensemble qu'on va y arriver. Ensemble, et on voit là qu'il y a eu deux conseils, l'un derrière l'autre, un qui était fédéral et l'autre qui était au niveau de la région et des communes. Manifestement, on ne parlait pas nécessairement de la même chose, ni en commun. Pauline de Glune, pour surtout les aspects cités, oui. On ne ressent pas vraiment d'annonce sur ces niveaux de pouvoir-là et ces matières-là. À quel point c'est inquiétant? Et est-ce que ça joue le fait d'être Bruxelles? Est-ce qu'il faudra qu'il y ait une tâche, à un moment, qu'il y ait de la contagion sur de la périphérie, tout ça, pour qu'on agisse? En même temps, il y a déjà le problème à Anvers, il n'est pas tellement réglé plus là non plus. Donc... Je pense, en effet, que c'est vraiment indispensable qu'il y ait des réactions plus fortes au niveau du fédéral. Je pense qu'il y a un mésamour de Bruxelles de la part de beaucoup de personnes au niveau du gouvernement fédéral et dans certains partis également. Donc c'est facile évidemment de dire il n'y a qu'à. Non, il n'y a qu'à, ce n'est jamais la solution. Et donc de nouveau, je le répète, il est important que chacun accomplisse ses missions. Bertin Mampaka, pour conclure sur ce dossier, est-ce que le fédéral, c'est pas que le MR, hein, il y a d'autres partis dans la Vivaldi. Est-ce que vous êtes demandeur aussi de choses particulières que le fédéral devrait faire pour améliorer la sécurité à Bruxelles? Monsieur Deleu, en effet, j'ai entendu Mme Debim, comme toutes les personnes qui sont en majorité à la région Bruxelles-Capitale, dire que la région n'a aucune responsabilité quelque part dans ce qui se passe en région bruxelloise en matière de sécurité. C'était pas Mme Debim, hein, c'était Mme Jodogne. Et je n'ai pas dit qu'on n'avait aucune responsabilité. Et en plus, Mme Jodogne, elle est dans l'opposition fédérale. Donc, Mme Jodogne qui l'a dit. Excusez-moi, Mme Debim. J'ai dit que chacun devait assumer ses responsabilités, dont les communes et les zones. Il y a un fonctionnaire qui a été désigné, à la région, oui. Depuis la 6e réforme institutionnelle. On se demande, moi je me demande à quoi sert cette affaire, n'est-ce pas, en matière de sécurité et de prévention sur les résultats que nous avons aujourd'hui. Madame Jodogne pense qu'il faut travailler... Est-ce que ça veut dire que vous trouvez que les compétences régionales en matière de sécurité devraient être élargies? Ça pourrait être une idée de réforme institutionnelle? David Lester le dit de manière claire et distincte, c'est-à-dire que la région a sa part de responsabilité dans ce qu'il faut faire, parce que nous savons tous, et nous l'avons dit, tout le monde l'a répété à diverses reprises, donc cette problématique de narcotrafiquants, de terrorisme, n'inclut pas seulement un aspect sécuritaire, il y a tout ce qui est en amont, tout ce qui est derrière, tout ce qui est à côté. Et dans les compétences régionales, il y a aussi également des choses à faire. Et nous le disons, nous répétons, ce n'est pas seulement... il ne faut pas se cacher, se retrancher tout le temps derrière le fédéral. Il y a des choses à faire au niveau régional. Il faut que le ministre-président, j'espère que ce sera David Lester, et nous le disons au maire de manière tout à fait claire et distincte, n'est-ce pas, qu'il prenne sa part de responsabilité dans la gestion de cette problématique. Il n'y a pas de shérif. Nous sommes d'accord qu'il le fera dans le respect des lois actuelles et de la loi de la fonction de police notamment, et de la répartition des missions de chacun. Madame Jodogne, c'est clair que quand on demande des militaires sur des endroits où ils peuvent être statiques comme ça... Ça ne dépend pas de la région. Ça dépend de la ministre de la Défense et du gouvernement fédéral. Qui ne veut rien entendre, n'est-ce pas, et qui donne la même réponse que Madame Jodogne tout à l'heure. Le ministre de la Justice a bien confirmé effectivement que ce n'était pas le rôle de l'armée. Très bien, je vous propose de passer à un autre sujet. On n'est pas loin des problèmes d'insécurité. On connaît l'expression un peu pavlovienne de Philippe Claus. Chaque fois qu'on l'interroge sur les manifestations, il dit « Vous savez, il y a 1000 manifestations par an à Bruxelles. » On l'a tous déjà entendu plusieurs fois. Eh bien, cette semaine, il y en a eu deux en tout cas, qui ont dégénéré. Samedi, place du Luxembourg, des partisans kurdes, dont des activistes du PKK, association qualifiée de terroriste par l'Union européenne, ont été agressés par des partisans turcs du président Erdogan. Et mardi, ce sont des agriculteurs qui ont envahi le quartier européen de Bruxelles. Et rebelote, place du Luxembourg, il y a eu des affrontements et des débordements. Reportage, Brian Momars, Karim Fahim et Tim Sempels. Les canons à eau se heurtent aux canons à lisier. Rue de la Loi, des affrontements ont eu lieu entre les agriculteurs et les forces de l'ordre, le point culminant d'une frustration grandissante. Tout le monde veut exprimer sa frustration. Certains ont une manière pacifiste, d'autres pensent qu'il faut se montrer plus fort. Le mot d'ordre est d'éviter les affrontements avec la police parce qu'eux font simplement leur travail. Ils ne sont pas, c'est pas le problème et ça ne résout rien.
Mais ici, voilà, les gens sont vraiment émotionnellement à bout et donc ils ne savent plus à quel saint se vouer en Semaine Sainte. La colère est principalement dirigée vers la Commission européenne. Les agriculteurs demandent des adaptations, notamment sur les traités de libre-échange, mais surtout de meilleure sécurité financière. Pour eux, la Commission n'a pas répondu de la bonne manière à leurs 2 visites précédentes. Ça ne part pas du tout dans la bonne direction. C'est des reculs sur les réglementations environnementales. Alors même si on avait quelques doléances par rapport à certaines réglementations qui étaient inapplicables ou incohérentes, ce recul, c'est un très mauvais signal. On ne demande pas ça. L'agriculture est en transition, elle doit le continuer. Mais pour que cette transition soit efficace et effective, il faut des prix agricoles rémunérateurs, tout simplement. Si les agriculteurs reviennent pour la 3e fois à Bruxelles, c'est donc pour mettre la pression sur la Commission européenne, mais aussi pour attirer l'attention d'un autre public. Peut-être de l'électeur qui va voter bientôt pour l'Europe. Et donc si on a toujours aux manettes une commission ultralibérale qui utilise les denrées agricoles pour faire du commerce au niveau mondial et pour fournir à l'agrobusiness des denrées très bon marché, eh bien, alors rien ne changera, mais l'électeur a l'occasion de donner de sa voix et peut-être de changer les choses aussi. Après cette journée mouvementée, les agriculteurs ont commencé à quitter la capitale aux alentours de 16h. Encore m'adresser à la bourgmestre, parce que ça dépendait, le maintien de l'ordre. Comment est-ce qu'on arrive à maintenir l'ordre sans qu'il y ait des échauffourées en fin de manifestation? Est-ce que vous avez votre recette? Non, mais heureusement, la majorité des manifestations se passent bien, et notamment parce qu'il y a des approches globalement plutôt vers un accompagnement, un dialogue avec les organisateurs et, le cas échéant aussi, une désescalade pour éviter qu'on en arrive là. Malheureusement, là, dans ces cas-ci, les 2 exemples ici, ça n'a pas été le cas. Alors je pense qu'il faut pouvoir entendre la colère ou les frustrations de manifestants, mais en arriver évidemment à de la violence, des dégâts sur du matériel urbain, ce n'est pas acceptable. Ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte que les outils de notre démocratie ne fonctionnent plus. Les dialogues pacifiques, les échanges de points de vue pour pouvoir trouver des solutions, ça ne marche plus. Et ici, sur ce plateau, c'est encore possible, oui, pour l'instant. Je ne renverserai pas mon verre d'eau sur M. Mpaka. Mais donc, et c'est malheureusement pas uniquement dans le cas des manifestations. Le conseil communal à Scarbeck est très difficile depuis de nombreux mois, et pas plus tard qu'avant-hier. Mais c'est un certain groupe de citoyens qui refusent de laisser parler un autre groupe de citoyens qui a une opinion contraire. C'est très inquiétant, cette polarisation. Donc, maintenant, la solution, moi je vois surtout, il n'y en a pas beaucoup, sauf à essayer de trouver à nouveau une société plus apaisée qui permette de dialoguer. Mais les conséquences sont très difficiles pour la ville. J'ai parlé de cette manifestation qui a dégénéré aussi le week-end dernier avec le PKK et des partisans turcs d'Erdogan. Est-ce qu'il y a eu une influence sur Scarbeck là-dessus? Parce qu'il y a beaucoup de population turque à Scarbeck. Alors, il n'y a pas eu d'incident. Il y a eu, je pense, un moment donné, on s'est dit, oulala, il y a un petit mouvement, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Donc tout ça, on est évidemment attentif. Et c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé ce week-end, on s'est dit, OK, là, il faut être vraiment particulièrement attentif et voir s'il y a quelque chose qui pourrait se passer. Mais il ne s'est rien passé, tant mieux. Et vous, Bertin Mpaka, quel est votre avis par rapport à ce maintien de l'ordre qui dépend du bourgmestre, ou alors d'un golden officer, je ne sais plus comment on appelle ça, qui gère l'ensemble des zones au moment d'une grosse manifestation? Il faut rappeler que mon collègue Philippe Claus se plaint toujours d'avoir autant de manifestations, se vante d'avoir autant de manifestations sur son territoire. On s'en plaint aussi. On est financé pour ça. Ce qui s'est passé avec les agriculteurs, il faut le comprendre. Il faut comprendre, je n'approuve pas les détériorations qu'il y a eu. Il faut comprendre que ces gens ont des métiers très difficiles. Mais nous avons pris des positions qui sont claires pour qu'il y ait de l'évolution. La paperasserie tue l'entrepreneuriat. Ils ont eu quelques débuts de solutions, ce n'est pas suffisant. Et chaque Mais sur le maintien de l'ordre, parce que la question est plus là-dessus, parce que les problématiques des agriculteurs, on en a déjà parlé. Ouais. Sur le maintien de l'ordre, je ne sais pas si on parle déjà de la manifestation turque. Oui, allez-y. Moi, en tant que Belge issu de la diversité, pour parler convenablement, M. Firoli, on dit de la diversité, donc malgré mon bronzage, n'est-ce pas, je suis quand même étonné de voir qu'avec ces manifestations qu'il y a eu, il n'y a pas eu, d'interpellation sérieuse, visible. J'ai appris dans les médias comme tout le monde
qu'il y avait des appels au calme venant de telle communauté à telle communauté, mais imaginez que les Congolais et les Rwandais s'empoignent dans les rues de Matongé et que le lendemain matin, on puisse tout simplement demander aux leaders de ces communautés de pouvoir faire un appel au calme sans qu'il y ait d'interpellation. C'est une forme d'importation des conflits communautaires qui viennent de loin. Je pense que quand on est sous le territoire belge, on doit respecter la loi belge. Quelqu'un qui va mettre un cocktail Molotov dans un café, qu'il appartienne à une autre communauté ou pas, je déplore qu'il n'y ait pas eu suffisamment, s'il y en a eu, je ne suis pas au courant, d'interpellation par rapport à des gens qui ont commis des actes de vandalisme graves et parfois exposant des citoyens, quel que soit leur origine par rapport à cela. Je suis choqué, étonné de voir qu'on commente ce genre de trucs. Ça ne devrait pas avoir lieu. En même temps, ce que vous dites par rapport à cette importation ou ces importations, on va dire, de conflits, ça en revient à notre premier sujet. C'est de nouveau, en fait, importer au niveau local des problématiques qui dépassent toute responsabilité a priori locale. Comment on réagit? Et de nouveau, moi, je ne suis pas ici pour défendre quelqu'un ou pour accuser un autre. Je ne suis pas en campagne, moi, donc je ne vais pas y aller là. De ce côté-là de la table, on n'est pas en campagne. Je le rappelle. Donc là, je le dis. Donc, il n'y a pas un moment où on se dit, en voyant les différents fronts, au-delà de le cadre, on aurait dû... On est en fait avec une petite épée de bois par rapport à des problématiques, mais qui viennent de 10 000 mètres d'altitude supérieure. Comment on fait par rapport à ça? Parfois avec une instrumentalisation de certains pays étrangers. On a eu le cas là, avec la Chine, on a parlé de cette question chinoise et d'autres. La Russie donc une réponse par rapport à la question de Fiorelli. C'est clair qu'effectivement, le rôle de Bruxelles comme capitale, mais aussi comme capitale européenne et comme siège de l'OTAN et d'autres grands organismes, fait qu'on est un peu le réceptacle de toutes ces manifestations de colère, même si aussi, il faut le reconnaître, en tant que capitale, des manifestations bien nationales. Mais en effet, c'est une difficulté. Alors ça fait partie effectivement aussi d'un rôle d'une grande ville. Pour moi, c'est vraiment le reflet de notre société, et j'en reviens à ça, mais c'est la polarisation extrême dans toute la société. C'est aussi l'incapacité, et de nouveau, c'est pas au niveau des communes ni même de la région qu'on va résoudre ça, l'incapacité d'apporter des réponses qui sont comprises, entendues sur les grands défis auxquels la société aujourd'hui et le monde est confronté. Et tout ça se traduit par des colères, par des frustrations, du désespoir. Mais effectivement, c'est dans nos rues que les dégâts se passent, que l'insécurité peut s'installer. Je n'ai pas de réponse, si ce n'est de se dire, est-ce que les gens de bonne volonté pourraient tous se remettre ensemble pour revenir à effectivement le dialogue, l'écoute. Vous allez faire une liste bisounours Alors, être de bonne volonté, c'est certainement pas être bisounours, parce que je suis loin d'être une bisounours, mais par contre, effectivement, c'est pouvoir déjà écouter et comprendre les contraintes, les demandes, les attentes des gens. On ne s'écoute plus, on n'essaye plus de comprendre pourquoi la personne en face de nous n'est pas d'accord ou ce qu'elle attend ou dans quelle situation elle vit. Et là, c'est un problème. C'est vrai, vous avez raison, il faut se mettre toujours à la place de l'autre, ça permet de mieux comprendre. Ça va trop loin tout ça, ça va trop loin. Que ce soit des Kurdes ou des Turcs sur le territoire belge, s'ils sont étrangers, ils doivent se soumettre aux lois des Belges. Mais s'ils sont belges, ils peuvent être belges aussi. Encore une obligation davantage en termes de devoirs des citoyens, différents devoirs. S'ils sont belges, ils doivent se soumettre aux lois de ce pays, tout simplement. Donc, moi, je pense, entre autres, une des solutions, excuse-moi, Cécile, entre autres, je pense que là, il y a peut-être quelque chose à voir aussi au niveau de la sûreté nationale. Du renseignement, vous le dites. Du renseignement, voilà. Le droit de manifester doit pouvoir exister, évidemment. Pas le droit d'aller incendier un café. Non, c'est ça. La dégradation, mais le droit de manifester, tout le monde doit pouvoir le droit de manifester, il est largement utilisé ici à Bruxelles. M. Deleu, on ne parle pas des manifestations dans les cas que nous évoquons ici, de ce qui s'est passé à Liège, à Verviers et à Gand et ailleurs. On ne parle pas de manifestations publiques, on parle de gens, n'est-ce pas, des groupes, des bandes de gens qui s'organisent pour attaquer d'autres individus. Alors là, ça rentre sur le coup de la loi normale et je trouve que nous devions être plus efficace en termes d'intervention. Eh bien, on va être efficace dans cette émission. On va passer aux têtes d'affiche. Je vais vous proposer des personnalités à tous les deux qui ont fait l'actualité de la semaine. À vous d'en choisir un ou une et de commenter votre choix, en bien ou en mal. Et on commence par vous, Cécile Jodonne. Je vous présente
4 vedettes de la semaine. Isabelle Durand, le retour d'une Scarbécoise retraitée sur la liste écolo. Roger Vanguelu, sanctionné par le pape, c'était le week-end dernier. Tessa Wullart, footballeuse exceptionnelle, a marqué 7 buts des 8 buts de son club. Et Kate Middleton, la princesse de Galles, qui a révélé son cancer. Qui choisissez-vous? Isabelle, Roger, Tessa ou Kate? La seule personne que je connais moi-même effectivement bien, c'est évidemment Isabelle Durand. Mais c'est vrai que les 3 autres ne sont pas de Scarbeck. Même. donc voilà, je peux juste dire que Isabelle est une personne qui a une grande expérience, avec qui nous avons eu l'occasion de travailler et qui a décidé, et j'admire, à nouveau s'investir au niveau politique, et les autres personnes, ça relève plus... Non, mais je ne vous demande pas de parler des autres. Voilà, vous avez parlé d'Isabelle Durand, évidemment, c'est très bien. M. Vanguelu, Monseigneur Vanguelu, ça me paraît être une bonne décision, par ailleurs. On va passer à vous, Bertin Mampaka, avec 4 autres. Tout d'abord, Christophe Magdalens, qui rejoint une liste citoyenne Plan B. Philippe de Winter, Vlaams Belang, régalé par l'espion chinois dont je parlais tout à l'heure. Yannick Ferrara, enfin un bruxellois entraîneur de secours au REDM. Ou la chanteuse Rosa, qui a gagné l'octave découverte en ce début d'année. Alors, qui choisissez-vous? Christophe, Philippe, Yannick ou Rosa? Comme Madame Jodogne, on ne peut pas que des choses qu'on connaît. Donc, j'ai fréquenté pendant 5 ans un bonhomme brillant, intelligent. Donc, vous parlez de Christophe Oui, Magdalens. donc voilà, avec qui j'ai énormément de sympathie et même des complicités sur les analyses, la vision. Un homme détaché un peu de la politique quand même, qui a des réflexions profondes pour moi, n'est-ce pas, à la cafétéria du Parlement bruxellois. Mais vous auriez préféré qu'il soit au MR plutôt que sur Plan B? Bien entendu, si j'avais les pouvoirs et les moyens de le convaincre de pouvoir faire un choix, je vais dire, utile, plutôt que d'aller dans ce mouvement qui n'a pas vocation à participer à la gestion des choses publiques. Je crois que c'est un gâchis en termes de... Si vous m'autorisez un petit commentaire, la politique aujourd'hui, il y a une crise des vocations. On a parlé de l'évêque, n'est-ce pas? Il y a une crise des vocations comme en religion, n'est-ce pas? Une crise des vocations. Et quand on a des personnes talentueuses, brillantes, et qui sont vraiment douées dans ce métier, je trouve dommage que Christophe est un réel gâchis d'aller sur une liste... Sa décision est un gâchis, pas lui personnellement. Oui, bien sûr. On va demander l'avis de Cécile Jodogne sur Christophe Magdalens. C'est un gâchis de se retrouver là à la tête d'une liste citoyenne? Écoutez, je pense que je n'ai pas à me prononcer sur un choix qu'il fait en âme et conscience. Je pense que c'est quelqu'un qui a toujours voulu suivre... son ressenti, ses décisions, ses valeurs. Moi, j'ai regretté qu'il ait quitté Défi. Très bien. Alors, je vous propose 5 informations qui vous ont peut-être ravi, vous ont peut-être énervé. D'abord, le décret paysage qui est à revoir. La FEF, le PS et Écolo n'en veulent pas ou plus. L'attentat de l'État islamique à Moscou. L'attentat des Ukrainiens, selon Poutine, pour être plus précis. Un seul distributeur automatique de billets pour tout forêt. Le code du bien-être animal bloqué par le PS pour éviter tout amendement sur l'abattage, ou le musée de la bourse qui ne mousse pas en cette première année. Que choisissez-vous? C'est d'abord vous, Bertin Mampaka, qui avez le choix des armes. Il y a beaucoup de choses à choisir. Vous en choisissez. Du décret paysage, j'aurais voulu commenter là-dessus, mais la bourse qui ne mousse pas, mon collègue Geoffroy Commence de Brachem et David Lester et Westman en disent beaucoup sur la mise en œuvre de ce projet. Oui, il faut transformer Bruxelles. Oui, il fallait faire quelque chose de ça. Pourquoi ça ne marche pas, alors? Parce que tout simplement, vous savez d'ailleurs combien ça a coûté. Vous savez combien ça a coûté? Demandez à mon collègue David Westman ou Lester qui vous en parle. On est parti de 20 millions. J'étais dans ce collège. J'étais même encore dans le collège à l'époque où Sven Gatt, qui n'était pas encore ministre des budgets, venait présenter... Donc on parlait de 20 millions et on en est à 90 millions à la fin. Presque 100. Presque 100, arrondissons presque 100. Avec toute la rénovation de la bourse. Oui, c'est ça. Qui est magnifique. Madame de Glub, on est d'accord. Mais alors, il faut mais ici, moi, je parle du musée de la bourse qui ne marche pas, qui n'atteint pas ses objectifs. Qui n'atteint pas ses objectifs. Et vous allez voir que dans beaucoup de projets comme ça, c'est ce que nous déplorons au MR, c'est-à-dire cette espèce de gaspillage permanent de l'argent public où on dépense sans compter, on joue avec l'argent public comme si c'était des sous privés. On déplore vraiment qu'il n'y ait pas. Les projections qui nous ont été données, c'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Et quand on fait des choses comme celle-là, on doit savoir où on va, on doit avoir des indicateurs de gestion. Vous savez, gérer l'argent des citoyens, c'est une responsabilité énorme. On ne peut pas venir avec des chiffres et s'apercevoir après, comme on va parler, j'espère, tantôt du métro à 3. Si on a le temps, parce que là, il ne faut pas être trop long. Alors, Cécile Jodogne, choisissez une autre de ces infos.
Alors moi je vais choisir un DAB pour 29 000 Forestois, parce que ça m'énerve vraiment, parce que ce serait très simple d'apporter une solution et une réponse à effectivement un constat qui est quand même assez catastrophique. Scarbeck est mieux loti ? Scarbeck n'est pas trop mal loti, il y a quand même une diminution, mais n'est pas trop mal loti. Il y en a encore on aimerait en avoir quelques-uns en plus. Mais je vais quand même vous demander de réagir au code de bien-être animal, parce que c'était quand C'était vendredi matin que Ridwan Chaïd sur BX1 et Rudy Vervoort sur la première ont dit il suffit que les partenaires promettent qu'ils ne vont pas voter pour des amendements et alors le code du bien-être animal pourra passer et le ministre Claire Failly sera tout heureux que son code du bien-être animal passe. Alors moi j'ai entendu que des partis flamands de toute façon avaient dit qu'ils ne se sentaient pas obligés par cette condition. Est-ce que Défi se sent obligé par cette condition mise par le PS ? Alors, très honnêtement, je n'ai pas eu de contact particulier pour voir ça. Ce que je peux, en tout cas, conclure, c'est que le PS ne respecte pas l'accord du gouvernement qui était bien d'adopter un code sur le bien-être animal, qui, par ailleurs, dans sa version ne parle pas du tout d'abattage, et qu'il a peur, effectivement, de la démocratie en n'acceptant pas que le Parlement puisse jouer son rôle. Je vois surtout que c'est quand même un blocage au PS et dans d'autres partis aussi, qui est assez communautariste. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Donc, il y a encore de la confiance dans le gouvernement bruxellois, puisqu'on a l'impression que la solution pourrait être assez simple avec un engagement des partis, mais en fait, il n'y a plus vraiment de confiance entre les partenaires. Je pense surtout que la période électorale brouille quand même pas mal les choses, donc rend les choses difficiles. Donc c'est difficile de terminer une législature, en fait. Dans ce dossier-ci, quand même, d'un électoralisme. Alors très rapidement, je voudrais vous faire écouter quelque chose dans le podcast Help pour qui voter. Les 6 présidents des principaux partis ont dû donner leur titre préféré à chanter lors d'un karaoké. Et je voudrais que vous écoutiez la solution proposée par Paul Magnette, et juste après, je vous demanderai à vous quel est votre titre. Non, vous ne devrez pas chanter, mais quel est le bon titre à chanter en karaoké. Voilà la réponse de Paul Magnette. Moi, j'aime bien Les Lacs du Connemara, par exemple, même si je sais que ça fait débat, mais je trouve que c'est une grande chanson populaire. Voilà. Alors, le lac du Connemara, c'est effectivement surprenant. C'est pour ça que je vous ai donné son exemple à lui. Je n'ai pas cité les autres, mais tout est intéressant. Et vous, Cécile Jodogne, vous chanteriez sur quoi en karaoké ? Alors moi, les rares fois où je l'ai fait, c'était plutôt sur Étienne Daho ou Christophe. Ah. Et vous, Bertin Mampaka ? Moi, je suis un nostalgique. Je ne sais pas si c'est nostalgique, mais enfin, il y a un grand chanteur français, quand il chante des chansons profonde et mélancolique, Johnny Hallyday, j'aurais... un bon Johnny, quoi. Un bon Johnny. Un bon Johnny. D'ailleurs, j'en ai fait un peu avec Philippe Claus à Cotonou. Ah bon. On ressortira l'enregistrement de ces jours. Pauline Deglu ? Il y a 20 ans. Moi, j'ai pas d'idée, mais je pense que comme il y avait eu tout ce débat, c'est vrai, avec entre Sardou, Armanet, tout ça, on pense au lac du Connemara. Alors je pense que non, j'ai jamais chanté ça en karaoké. Je sais pas, peut-être Daniel Balavoine. Un bon Daniel Balavoine. Et Thierry Frély, il choisit quoi, lui ? Moi, je recommande Toto Cutugno et l'italiano. Ça marche toujours. C'est vrai. Même si on ne connaît pas l'italien, vous emballez, vous pesez, c'est parti. À 10 semaines des élections, les tensions montent entre partis de la majorité. On a déjà un petit peu parlé d'élections, et même au sein des partis et auprès des futures listes. L'abattage à Bruxelles, le décret paysage en Fédération Wallonie-Bruxelles, ou les militaires dans les rues au fédéral. Et au sein des partis, il y a des grognements sur les bonnes places, éligibles, et les mauvaises aussi. Et puis, il y a les nouvelles listes. Il y a Blanco, il y a l'Uni, il y a Plan B, il y a 1030 à Scarbeck pour les communales. Bref, c'est l'ébullition. Exemple, avec les mauvais coups au sein de Défi, Olivier Minguin en a remis une couche en début de semaine et a obtenu finalement la mise en retrait du chef de cabinet de François de Smet suite à la révélation de posts Facebook problématiques. Nous avons été trompés collectivement sur son passé politique, sur ses idées d'une certaine époque. Je crois qu'il n'a vraiment plus sa place parmi nous. Et je ne peux pas comprendre que François de Smet s'accroche à cette bouée crevée qu'est devenu son chef de cabinet parce qu'il est devenu vraiment un personnage qui nuit à l'image générale du parti. Je ne comprends pas que François de Smet continue à le défendre coûte que coûte. Il a plusieurs messages de ce type répétés au fil du temps pendant une certaine période. Et donc, c'est clairement quelqu'un qui a assumé pendant une période son antisémitisme. Alors, Pauline Deglu, est-ce que c'est l'acharnement de quelqu'un qui a perdu la partie ?
Mais je sais pas, mais en fait, ce qui est marrant, si je puis me permettre, c'est qu'il dit c'est un personnage vraiment qui nuit à l'image du parti. Mais je crois que sans son intervention, personne en fait ne connaîtrait ce personnage. Et donc c'est un petit peu rigolo, mais peut-être moins. Oui, c'est partie du parti. Qui nuit au parti. En fait, est-ce que la question qu'on pourrait se poser maintenant, c'est imaginons quand bien même il est complètement débarqué, est-ce que vraiment on arriverait à l'apaisement ou est-ce qu'on est plus dans le prétexte? Comment c'est perçu Écoutez, moi, ce que je voudrais d'abord retenir, c'est qu'on a une liste régionale, qu'elle a été approuvée dans les instances. Je suis dessus. Vous êtes la dernière sur la liste ? Je suis dernière sur la liste, et justement parce que je pense que... moi, je fais cela pour défendre des valeurs, pour défendre aussi un bilan, pour défendre un programme, et pas pour des intérêts personnels. J'aurais pu exiger d'être dans une meilleure place. Non, j'ai choisi d'être... J'ai déjà des places éligibles. Tout à fait. J'ai été élue... Donc voilà, j'ai choisi effectivement d'être à la dernière place pour pouvoir, parce qu'il faut du renouveau, parce que voilà, il faut pouvoir aussi pouvoir mettre en avant l'intérêt général aussi du parti. Sur Olivier Minguin. Par rapport à Olivier Minguin, je pense qu'il y a sans doute aussi une question d'ego. Là, je trouve vraiment qu'avec le pas qui a été fait en sa direction, avec le pas de côté du chef de cabinet, je pense qu'il faut tourner la page. Et ce qui est important maintenant, c'est qu'on puisse entamer cette campagne. Ça, c'est ce que vous souhaitez, mais est-ce que c'est clôturé ou est-ce qu'il y a encore du mouvement en interne chez Défi pour écarter évoluellement même François De Smet comme président ou quoi? Est-ce que ce sont des choses qui là, ça a été très clair. J'étais lundi au parti. Olivier... je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête, donc je ne sais pas s'il souhaite ou s'il va encore faire d'autres choses, mais en tout cas, François a le soutien des instances du parti, très clairement, et on s'est reprononcé très clairement en ce sens. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas encore dans le parti des personnes qui seraient plutôt à soutenir Olivier? Oui, sans doute, il y a des personnes les instances... D'autres que Michael Vossart qui pourraient quitter le parti. Il est déjà parti, Vossart. Oui, c'est ça, comme... Je n'en sais rien et je ne sais pas non plus nécessairement quelles sont les motivations. Moi, ce que j'aimerais pouvoir être certaine que c'est pas pour des questions d'intérêt personnel, mais c'est pas dans leur tête non plus. Et le fait que la machine à voix Didier Gauzoin finalement va soutenir la liste à la Chambre, ça c'est une bonne nouvelle. Mais ça marque surtout aussi le fait que Didier a confiance dans ce qui est mis en place aujourd'hui au niveau du parti. Et donc là, symboliquement, c'est important, et aussi, effectivement, dans ce qu'il peut amener comme voix. Alors, il y a aussi du mouvement au MR, parce qu'il y a des gens qui n'apprécient pas les listes. Il y a ce député peu connu, mais quand même chef de file à Evert, Van der Helst, qui a décidé de devenir indépendant, alors qu'il avait décidé de ne plus se représenter. Là, les 2 derniers mois, quitter le MR. C'est un peu comme Michael Vossart qui devient indépendant. Comment est-ce qu'on gère les mécontents sur une liste? Vous avez une bonne place, Bertin Mampaka, mais il y en a d'autres qui trouvent qu'ils auraient dû être plus haut, par exemple. Le MR vit un mouvement inverse. Je me suis posé la question. Visiblement, la doctrine du MR et les priorités qu'elle met le MR avant son projet pour la région bruxelloise étaient attractives. Moi-même, pour commencer. Oui. Ils ont commencé, ils étaient à 13, on finissait pratiquement à 17 élus. Et si David Lester avait accepté tout le monde qui tambourinait à sa porte, on serait à 20, monsieur Fiorelli. Il y a de la place pour tout le monde, mais derrière vous, quand même. Le programme du MR semble être d'une attractivité à convaincre d'abord les élus eux-mêmes en se disant « je suis mal chez moi, je vais aller ». C'est souvent les élus du centre, comme vous remarquez bien. Je ne voudrais pas être à la place de François De Smet. Certains qui sont déçus maintenant vu leur place. C'est plus ça qu'on demandait. Comment vous gérez ceux qui du coup n'ont pas eu une place en raison de ce grand succès? Je pense que David Lester est un garçon d'une intelligence humaine et naturelle brillante. Il en fait preuve. Vous savez, il faut expliquer, il faut de la pédagogie, il y a des projets. Tout le monde ne peut pas être à la fois candidat échevin, candidat bourgmestre, candidat député, candidat président de Parlement, candidat ministre, et à un moment donné, on repartit les couloirs. Vous allez jouer. Dans votre commune, il y a eu un grand mercato, pas mercato à l'époque, mais enfin un grand deal entre Clotilde Nissens et Denis Greenberg, où on s'était réparti les couloirs. Vous, c'est le fédéral, moi, c'est la commune. Oui. OMR,
c'est aussi une pratique qui est utilisée, mais je pense qu'il y a un management qui tient vraiment compte de toute une série de vous avez confiance en votre tête de liste qui vous a donné une bonne place sur la liste. Le travail qu'il a fait, personnellement, franchement, à titre individuel, et Georges-Louis Boucher, bien sûr, derrière Sophie Wilmès, qu'il faut citer, parce que tout ça se fait quand même... Mais vous n'allez pas les citer tous. Hein. On n'est pas au César. Thierry Fiorelli, à vous. Il y a une question de Thierry Fiorelli. Oui, j'avais une question pour vous. Quand vous avez appris la demande de levée immunitaire qui vous concerne, ça a remis un moment en question le fait que votre présence en fait sur les listes, ça change la donne ou personne autour de vous ou vous-même ne s'est posé la question? Certainement, M. Fiorelli, vous qui avez... Je vous ai appelé inspecteur en arrivant, qui avait enquêté sur cette fameuse affaire. Ah, donc, avec le vif, oui. Le fameux dossier Milquet qui... N'est-ce pas? Non, franchement, entre nous Madame Maison, qui est une brillante parlementaire, fait l'objet d'une immunité parlementaire, Madame Bobélé... C'était pour une infraction de roulage, ça. Mais ça n'a rien à voir. Mais est-ce qu'une levée d'immunité empêche de se présenter? C'est ça la question. Voilà. Je rencontre que Louperto se présente toute une série de gens. Bon, ceux qui communiquent, qui soufflent sous les braises, n'est-ce pas, avaient l'intention certainement de nuire en période électorale. Mais on constate toute une série de personnes qui sont bien placées sur leurs listes électoraux, qui ont fait l'objet de différentes immunités parlementaires. Dans mon cas, je confie tout ça à mes avocats, Maître Van Rost et Maître Deroy, qui s'occupent de... Donc ça ne change rien, ça que vous dites. Et je remercie le Président ainsi que David Lester de la confiance. Oui, je vous ai dit, sur les Césars, on ne va pas faire chaque fois des remerciements à tout le monde. Dans quelle langue faut-il communiquer sur les tracts électoraux? C'est une question qu'on a posée cette semaine, parce qu'il y a eu des cas, notamment chez Défi et OMR. Alors, quelle doit être la règle, Bertin Mampaka? Non, franchement, je pense que OMR, je crois que c'est clair. Donc, on doit communiquer dans une des langues nationales. Vous ne communiquerez pas dans d'autres langues que le français? Je ne l'ai jamais fait. Vous imaginez si je devais communiquer en Lingala, Chuluba, Kikongo, Swahili et même en Wolof. Okay, vous ne l'avez jamais fait. Je trouve que c'est inadmissible parce que les messages qu'on passe, les sous-entendus qu'il peut y avoir dans un programme électoral, ça ne devrait pas être existé. J'estime, en tout cas, moi, chez nous, David Lester l'a bien dit clairement, on ne communique pas dans d'autres langues que les langues nationales, c'est clair. Et peut-être plus spécifiquement à Scarbet, quelle est la règle? Alors, les règles sont générales, mais ici, je voudrais quand même ramener, il ne s'agit pas d'une communication d'un tract qui présente un programme, il s'agit d'une affiche. Une affiche qui a la traduction en je ne sais plus combien de langues différentes d'un message qui est traduit. Donc il ne s'adresse pas à une communauté, il veut au contraire s'adresser à tout le monde. Bruxelles est évidemment devenue une ville avec énormément de diversité et ces personnes, et ça on peut le regretter et je le regrette, ne parlent pas toutes français ou néerlandais, mais elles votent. Vous êtes pour des tracts multilingues ou pas? Non, ici je suis par rapport à l'affiche, qui est une communication. Je ne sais pas, maintenant, est-ce que quand donc, l'administration communale, on va toujours utiliser le français ou le néerlandais. Ici, effectivement, on parle d'une communication dans le cadre d'une campagne électorale où l'objectif, c'est de toucher l'électeur pour qu'il comprenne pour qui il doit voter. Ici, donc, de l'affiche, c'est le même message qui est traduit en X langues. C'est pas le programme électoral. Donc c'est tous ensemble. C'est pas du communautarisme au sens où on ne s'adresse pas à une communauté. Non, on veut s'adresser justement au plus de personnes possible. Un peu à l'image de ces tracts qu'il y avait pour la propreté. À un moment, c'est vrai que c'était en 9-10 langues. Donc c'était un exemple qu'on a donné. Si on veut que des personnes puissent comprendre effectivement, alors maintenant l'idéal est ce serait que tout le monde puisse parler dans une des deux langues. Mais est-ce qu'il ne faut pas mettre des règles quand même? Parce qu'alors c'est vrai qu'on n'a plus peut-être de contrôle sur ce que vous dites. Est-ce que c'est bien le même message dans toutes les langues? Ça complique quand même. Ça serait très différent, effectivement. Donc ici, c'est pour ça que je dis bien, c'est le même message dans toutes les langues. Donc il faudrait qu'il y ait un contrôle pour éviter les dérapages. Ce serait vite quelque chose qu'on pourrait plus contrôler. Alors, lorsqu'une administration s'adresse à ses administrés, n'est-ce pas, que ce soit la commune de Scarbet ou la ville de Bruxelles, et qu'il y a plusieurs origines, je comprendrais qu'on puisse donner des instructions, des indications, contrôler dans certaines langues pour être sûr que ce soit compris. Voilà. Mais en campagne électorale, je trouve que c'est un risque trop important pour dévoyer le message du parti lui-même. Je suis désolé, je vais vous couper là-dessus parce qu'on va passer quand même à notre dernier thème. Je voudrais quand même qu'on parle de ces finances bruxelloises parce que le week-end dernier, on a appris que la notation était passée de A à A- à A+. On pourrait croire que d'un côté, il y a un plus et un moins, donc c'est positif. Pas du tout, c'est moins bien. Donc ça veut dire que ce sera difficile d'emprunter désormais à un taux intéressant. Ça va coûter plus cher à la région. Alors est-ce qu'il faut revoir les dépenses? Est-ce qu'il faut augmenter les taxes? Vers où il faut aller? Assez rapidement, ne nous développez pas tout.
directement. On va commencer cette fois-ci par Bertin Mampaka. Monsieur Deleu, les socialistes, les écolos, des filles et les engagés ont dépensé dans cette région comme sans compter, n'est-ce pas? Regardez tous les grands projets. Oui, mais donc qu'est-ce qu'il faut faire pour la prochaine législature? Ce qu'il faut faire, confier la région bruxelloise à David Lester, et il a déjà dit 50 fois, et je vais le répéter en disant, il faut contrôler les dépenses d'abord, il faut faire des projets qui sont finançables, il faut trouver d'autres moyens de financement. Il faut arrêter le métro. Écoutez, la société SGP, Société de Grand Paris, expresse le modèle français en tout cas qui est pratiqué à Paris l'inspire beaucoup David Lester. Je pense qu'il faudra aller chercher de ce côté-là. Côté du privé. En commission mobilité, le maire a fait une proposition concrète qui est une alternative à ne pas démolir le Palais du Midi, qui pourrait être moins long, et qui coûterait moins cher. Aujourd'hui d'ailleurs... Je voudrais la réponse aussi de Cécile Jodogne là-dessus. Alors sur les finances, qu'est-ce qu'il faut faire à la prochaine législature? Peut-être juste d'abord souligner qu'il y a un énorme paradoxe, parce qu'en 2022 encore, la région bruxelloise était la 3e ville-région la plus riche en Europe. Donc nous produisons de la richesse. Où est-ce qu'elle passe cette richesse? Majoritairement pas à Bruxelles. Et donc, pour répondre à votre question, au niveau des finances bruxelloises, il faut évidemment travailler sur les recettes et sur les dépenses. Et au niveau recettes, qu'il puisse y avoir une partie de l'IPP, de l'impôt sur les personnes physiques, qui soit prélevée au lieu de travail plutôt qu'au lieu, et pas seulement au lieu de résidence, ça permettrait déjà à Bruxelles d'avoir un financement correct pour toutes les missions que Bruxelles, en tant que capitale, en tant que grande ville, rend, y compris aux autres régions du pays. Donc ça, c'est une possibilité pour augmenter les recettes. Il y a d'utopie, parce que avec 2 députés... Est-ce qu'en campagne électorale, on ne peut pas aussi... C'est vrai, vous avez le droit, vous avez tout à fait raison. C'est une utopie, non, ce serait être juste. Ça se fait dans d'autres pays, c'est être juste. Et donc, il y a d'autres moyens, il y a Smartwood, et il faut évidemment aussi diminuer... Vous avez dit, il y a Smartwood. Oui, il y a aussi Smartwood, mais il faut évidemment aussi travailler, et à Scarbeck, je peux vous dire que on le fait aussi, on doit aussi travailler sur les dépenses. Donc, oui, il faut mettre des priorités. Je voudrais, Pauline de Glume, ça c'est un dossier que vous suivez de près. Alors, sur ce que Mme Jodogne vient de dire, ça on l'entend de tous les partis. Je vois M. Mampaka qui dit non, mais je veux dire, on a des libéraux, certes néerlandophones à Bruxelles, Sven Gatz, qui a fait une étude sur ça pour voir ce que ça rapporterait d'avoir cette partie de l'IPP qui dépendrait aussi du lieu de travail. Comment va-t-on convaincre les Flamands et les Wallons? Par contre, dès maintenant, je pense qu'il faut pouvoir à la fois continuer à le demander, c'est légitime, et aussi se dire qu'est-ce qu'on fait si on doit faire 100, parce que ce sera quand même sans doute le cas. Et de là, ce qu'on voit, c'est que c'était intéressant, la Cour des comptes l'a à un moment dit, elle ne s'est pas contentée des chiffres, elle a mis les dépenses de crise à part, elle a mis à part les investissements stratégiques, elle a dit voilà, il y a une hausse des dépenses par rapport aux recettes, elle est énorme. Et ça, il faut pouvoir l'entendre, parce qu'en fait... Parfois, c'est plus du côté écolo, genre, c'est la faute au métro. On n'a pas encore dépensé grand-chose pour ce métro. Donc, en fait, ça, c'est faux. On en entend d'autres dire, c'est toutes les crises. C'est juste c'est le refinancement de Bruxelles qui est pas juste. Bon, en fait, à un moment, il y a ce truc-là. Il y a vraiment les dépenses qui ont augmenté plus que les recettes. On a créé quand même beaucoup d'EIP. Et on a vu, pour cette dernière année, parce que Sven Gatz, on voit qu'il a espéré finir la législature sans avoir une dégradation de notes. Il avait demandé des économies, il dit que c'est la faute de tout le gouvernement. Oui, mais il est arrivé un peu tard. Et donc, en dernière année, on a essayé de faire des économies et on a demandé 5% aux administrations. Apparemment, il y en a plein qui sont venus avec rien. Et rien qu'avec des demandes de base, sans nouvelle politique, ça explosait déjà. Donc, le travail qu'attend la prochaine majorité à Bruxelles, il est immense en termes d'assainissement. Et là, quand on a parlé de ça, on n'a même pas encore parlé du métro, en fait. 13 milliards, Madame de Glume, 13 milliards de déficit, avec un politique inchangé, 28 milliards. Oui, mais donc ce sera le travail des prochains gouvernements. D'endettement, bien entendu, d'endettement. Donc, je vais vous arrêter parce que maintenant, vous savez, c'est le moment des coups de cœur. Et Pauline a insisté pour parler de plantes aujourd'hui. Non, j'avais pas vraiment de coup de cœur, mais le printemps arrive, et donc j'ai vu qu'il y avait un événement Plantes pour tous au Halle-Saint-Géry, plein de plantes de toutes les tailles, à prix réduit demain, enfin notamment demain. Et donc voilà, je compte bien aller faire un tour, donc s'il y en a qui n'avaient pas d'idée. C'est des plantes pour le balcon, c'est ça? Il y a de tout. Ah bon. Thierry Fiorelli, et vous? Moi, c'est un coup de cœur sur une idée, mais pour laquelle on va devoir attendre jusqu'au 30 avril, je pense, pour vérifier sa pertinence. Ça s'appelle une reading party, donc une fête de lecture. C'est la librairie Cook & Book que j'aime vraiment bien, en fait, qui organise ça.
Voilà, qui en refera une fin mai, qui en refera une fin juin. L'idée, c'est que pendant 2 heures, de 18h30 à 20h30, on va sur place avec son bouquin depuis chez soi. On peut en acheter sur place, bien entendu. On peut se payer un petit verre, on peut prendre à manger et on lit, en fait, pour soi, son livre avec les personnes autour, j'espère nombreuses, qui lisent chacune leur livre. Après, si on veut en discuter ou pas avec d'autres, même si ce n'est pas le même livre, l'idée est comment on peut rassembler autour d'une même activité merveilleuse qu'est la lecture. Oui, donc c'est pour dire que ce n'est pas individuel, on peut vivre ça collectivement aussi, même si la lecture est individuelle. Et puis je rappelle que dès mercredi soir, il y a la foire du livre qui démarre à la gare maritime notamment. Moi, je voulais vous parler d'un podcast que BX1 a produit et dont le premier épisode a été diffusé mercredi sur les plateformes de podcast. Ça s'appelle « J'essaie d'écrire un spectacle sur la joie ». C'est l'humoriste Dan Gagnon qui a réalisé ça. Et grâce à lui, on plonge dans les méandres de la création, c'est-à-dire de l'accouchement du texte et du test du texte dans différents clubs, mais aussi le spectacle lui-même qui sera présenté à la rentrée. Donc il y a vraiment plein d'épisodes là-dessus qui sont disponibles. On en sort un par semaine tous les mercredis. Rapidement, Cécile Jodon, quelque chose à faire à Scarbeck ce week-end? Alors, il y a mon coup de cœur ces derniers temps, c'est vraiment une exposition Résister pour exister, qui a été montée par le département communal de l'enseignement francophone. Et c'est magnifique parce que c'est vraiment construit pour sensibiliser les jeunes contre le harcèlement, la discrimination, le racisme. Ça part d'événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale. Et il y a des centaines d'élèves qui sont passés par la maison communale. Et toutes les histoires qu'on m'a racontées d'enfants qui se sont confiés, qui se sont ouverts, d'échanges avec leurs camarades, c'était vraiment extraordinaire. Grâce à l'exposition. Ouais. Grâce à l'exposition. Et il y avait aussi 3 conférences, et une avec Simon Gronowski et M. Bélissas, qui témoignaient aussi de la stupidité, de toutes les horreurs liées au racisme, au harcèlement, aux discriminations de manière générale. Donc c'est vraiment un travail magnifique. Et c'est à la maison communale de Scarbeck. Encore demain. Oui. Bertin Mampaka, et vous? Moi, je suis en solidarité avec toutes les familles qui sont en train de souffrir à Gaza. Et Gaza et à Goma, ça commence par les mêmes lettres, n'est-ce pas? Je vais aller du Congo, oui. Voilà, du Congo. Toutes ces personnes qui sont injustement sous les bombes. Il y a une manifestation qui est organisée à la Louvière par des ressortissants congolais cette fois, pour déplorer et condamner en tout cas l'agression du Rwanda pour des questions de minerais en République démocratique du Congo. Donc il faut que ça cesse. 7 millions de morts, c'est beaucoup trop. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop, et je pense que, sincèrement, j'ai toujours dit qu'il faut que... La Belgique a un rôle à jouer là-dedans. C'est quand même notre ancienne colonie, le Rwanda et le Congo. Nous avons intérêt à ce que ça marche bien. Et il y a moyen à ce que ça se passe bien et mieux. Et nous les ressentirions chez nous en Belgique à tous les niveaux si ça se passe vraiment bien dans ce pays-là. Je vais aller participer à cette manifestation. Je dois vous couper parce que c'est la fin de l'émission maintenant. Mais donc on a entendu la manif et l'appel. Merci à tous et à toutes. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro des Experts.